donc je vous la refais et je vous partage des images. Si vous voulez voir des images, voilà, je vous les mets là. Ça, il y aura le physique et le virtuel. Alors, ouais. Je m'appelle Aurélien, je suis photoreporter et je travaille avec Kitri, qui est biologiste et qui s'occupe des systèmes immunitaires à un certain niveau. Euh, donc voilà, je suis photoreporter. Je suis très intéressé dans les innovations sociales et solidaires, les innovations techniques aussi, technologiques. Et je suis à la Paillasse. Donc la Paillasse, c'est un bio-hackerspace. On va vous expliquer ce que c'est plus tard. Et dans ces hackerspaces, on y trouve plein de choses intéressantes. Et je suis très curieux, donc je suis allé les explorer grâce à Oui Demain aussi, qui m'a envoyé là-bas pour un reportage. Et, et voilà, donc on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Les images que vous voyez là, donc je les ai faites avec ce petit appareil photo. Et c'est ce qui va illustrer un peu le biohacking aujourd'hui dans notre monde contemporain. Et je donne la parole à Kitri. Donc rebonjour. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste me représenter encore. Effectivement, je suis biologiste, mais j'ai décidé de sortir des laboratoires académiques, de quitter la recherche académique à la recherche de nouveaux types de laboratoires. J'aspire en fait à une recherche qui soit ouverte, c'est-à-dire que je puisse travailler avec des gens qui n'ont pas le même profil que moi, qui n'ont pas le même background que moi. J'aspire à une recherche qui soit collaborative. J'aspire à une recherche qui soit plus en lien avec la société et aussi à ce que l'ensemble des données produites par ces chercheurs soient partagées avec tous, soient mises en commun pour pouvoir avancer ensemble plus efficacement. Et c'est là en fait que j'ai entendu parler justement de hackers et de hacking. Donc l'idée effectivement qu'on a, en tout cas que j'avais moi au départ des hackers, c'est effectivement des gars avec des grosses barbes qui sont derrière leurs ordi et qui codent. Très cliché, j'en conviens, mais c'était l'idée que j'avais. Et effectivement, il y a quand même un lien puisque le hacking, les hackers, c'est très lié au monde de l'informatique, de l'ordinateur et du code. Les hackers, on voit aussi ça, on connaît ça aussi par les pirates informatiques, ceux qui sont là pour dérober nos données et les balancer sur Internet. Ça, en fait, on les appelle plutôt les crackers. Le hacking, en fait, c'est prendre quelque chose, comprendre comment ça fonctionne et savoir le détourner pour lui trouver un nouvel usage, pour l'améliorer. Ça, c'est le hacking, et ça, c'est un hacking qui est intéressant et qui compte. Et ça, c'est ce qui a vu émerger notamment le logiciel libre qui a été présenté dans une présentation avant. Le logiciel libre que vous utilisez tous, au moins en partie. Et ce hacking, on le retrouve aussi dans plein d'autres domaines aujourd'hui, dans l'électronique, mais pas seulement. Vous avez par exemple l'image en haut à droite, ça c'est dans un hackerspace. C'est justement un des endroits où les hackers peuvent se retrouver pour venir bidouiller. Donc cet hackerspace en haut, Sudorum, qui est à San Francisco, à Oakland, vous voyez en fait une affiche sur laquelle en fait c'est un guide pour se protéger des drones. Comment on peut se cacher des drones, comment on peut hacker des drones. Vous avez plein d'autres exemples. Un autre exemple que j'aime bien, c'est celui en bas à gauche. Là, on est à Chicago, dans un hackerspace qui s'appelle Pumping Station One. Et en fait, ce que vous voyez, c'est une vieille vis bien rouillée. Et en fait, la personne l'a transformée et en a fait un couteau. On est dans une forme de hacking, on est dans une forme de détournement. Et le hacking aujourd'hui, ce bidouillage, on peut le faire dans plein de domaines différents. L'une des rencontres emblématiques qu'on a fait lors de notre exploration, c'est un des symboles du mouvement hacker à l'heure actuelle, et il s'appelle Mitch Altman. Aurélien a pu le rencontrer à San Francisco parce qu'il a cofondé un hackerspace là-bas, Noisebridge. Moi, je l'ai rencontré dans un resto italien. Bon, c'était sympa aussi. Et en fait, Mitch Altman, lui, son truc, c'est l'électronique. Et il a mis au point une télécommande un peu particulière. Nous tous, avec nos télécommandes, on allume les télés et on change les chaînes. Et bien lui, il a bidouillé sa télécommande et il en a fait une qu'il appelle TV Bigon et il peut éteindre toutes les télés dans un rayon de quelques mètres. Pardon, c'était parfaitement synchro. Vous auriez pu quand même faire ça vous aussi, quoi. Non, donc effectivement, il peut éteindre ses télés dans quelques mètres, ce qui est assez sympa, justement, comme Aurélien disait, lors de la Coupe du Monde du foot. Si on en a un petit peu ras-le-bol, c'est sympa d'avoir ça. Et alors en plus, donc il a monté sa compagnie avec ça, on peut en acheter partout dans le monde, mais il en a fait des kits. Et en fait, il se trimballe de hackerspace en hackerspace partout dans le monde avec son kit. Et ça permet à n'importe qui, notamment des gens comme moi qui connaissent rien du tout en électronique, de commencer à bidouiller et à faire des choses intéressantes. C'est une transmission, un apprentissage qui se fait de pair à pair, comme ça.
et qui se fait par envie et par plaisir. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Une des phrases qui m'a le plus répétée, c'était qu'effectivement, pour lui, apprendre, c'était tout d'abord jouer. Et en plus, on fait des trucs constructifs et il peut faire des boîtes derrière, c'est quand même sympa. Donc ça, c'est Mitch. Et en fait, dans tous ces hackerspace et par cette rencontre-là, ce qu'on voit, c'est les valeurs fondamentales du hacking. C'est justement ces valeurs d'ouverture. C'est-à-dire que dans ces hackerspace, vous avez tout le monde qui vient, des profils très différents. Ça vient de scientifiques, mais on a aussi des personnes qui sont designers, on a des personnes qui sont philosophes, on a des personnes qui travaillent le verre. En fait, il y a vraiment plein de profils différents qui peuvent venir. L'une des autres valeurs importantes, c'est celle justement de la transmission, dont je vous disais, de la collaboration. On a également l'apprentissage par le faire. On apprend en pratiquant, on apprend en mettant les mains dedans. C'est une expression qu'ils disent très souvent. Et enfin, c'est le partage, c'est l'accès libre. Ce qu'on fait, on le partage aux autres, comme ça chacun d'entre nous peut ensuite itérer dessus, le prendre, l'améliorer. Et c'est comme ça, ensemble, qu'on arrive vraiment à obtenir petit à petit des choses de plus en plus intéressantes. Ça, c'est les valeurs du hacking. Alors un hackerspace, c'est un espace, mais l'un des piliers du fonctionnement de ce mouvement, c'est les communautés qui sont derrière. C'est la communauté qui va animer un lieu, qui va le rendre vivant, qui compte, comme vous le voyez dans cette citation de Mitch. Alors une communauté, on avait envie de vous donner un exemple particulier de cette communauté-là. Donc c'est une communauté internationale qui en fait n'a pas de lieu. Ils n'ont pas de lieu à eux. Ce qu'ils font, c'est que ponctuellement, ils vont aller dans des espaces, dans un hackerspace ou dans un autre, pour une activité, pour un projet. Alors, qu'est-ce que concrètement peut faire une communauté ? Eh bien, ça, c'est un joli exemple. Cette communauté s'appelle Public Lab. C'est donc une communauté ouverte où les participants se sont rassemblés autour de la problématique de l'environnement, qu'ils abordent d'un point de vue scientifique, économique et social. L'idée, en fait, c'est de fabriquer des outils et des équipements qui permettent justement de pouvoir décrypter son environnement et d'accumuler un certain nombre de données qui peuvent faire avancer la recherche. Pas n'importe quel équipement, pas n'importe quels outils. On fabrique des outils pas chers, avec des matériaux accessibles que chacun des citoyens sur cette planète peut refaire et peut utiliser. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, typiquement, vous avez cet exemple du Balloon Mapping Kit. En fait, là, l'idée, c'était un ballon couplé avec une caméra. Tout simplement, quand il s'envole, il va pouvoir prendre un certain nombre de clichés du sol. Et ils l'ont notamment testé lors de la marée noire au golfe du Mexique il y a quelques temps et reconstitué une carte comme ça, ce qui a permis d'avoir un certain impact face aux autorités, de leur dire « mais si, regardez, c'est en train d'arriver vers nos côtes, vous ne pouvez pas nous mentir ». D'accord ? Donc, on est vraiment dans cette idée de réappropriation des technologies qui est très intéressante. Ils ont fait aussi un autre kit en ce moment, c'est cette petite boîte en carton que vous voyez. C'est un des premiers prototypes et ça, en fait, c'est un spectromètre. C'est-à-dire un appareil qui permet de mesurer un certain nombre de composants dans votre environnement. Ça, c'est un premier prototype. Ils en ont fait d'autres encore. Mais c'est possible de faire des choses comme ça avec du matériel accessible. Donc cette réappropriation technologique, en fait, elle est indissociable d'une vraie participation citoyenne sur des thématiques qui comptent. Ça, c'est l'exemple de Public Lab. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ces technologies, sur ce principe de do it yourself, faites-le vous-même, et bien maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a des équipements de biologie qui apparaissent dans ces espaces, dans ces hackerspaces. Vous avez par exemple, en haut à gauche, un microscope fait avec un smartphone. Il y a d'autres projets qui ont été faits comme ça pour des microscopes tout en carton, avec juste une lentille. Celui-là, c'est avec un smartphone. Et donc là, en fait, c'est utilisé en utilisant un fer à souder, comme ça on voit un peu mieux. Mais tout de suite à droite, vous voyez que ce microscope, on peut l'utiliser pour regarder des tissus biologiques. Là, on commence à pouvoir faire des choses en biologie. Et il y a plein d'autres équipements comme ça qui ont été faits, accessibles pour tous. Mais petit à petit, justement, parce qu'on a une diversité de personnes dans ces lieux, on a vu apparaître d'autres équipements. Vous avez peut-être déjà entendu parler des imprimantes 3D. On en trouve beaucoup dans les Fab Labs qui utilisent par exemple classiquement comme matériel du plastique. Eh bien, il y a un biohackerspace à San Francisco qui s'appelle BioCurious, c'est l'image en bas à gauche, qui a fabriqué une imprimante 3D biologique. Donc pas de plastique, mais en fait ils utilisent du vivant, ils utilisent en fait des bactéries fluorescentes et ils impriment avec ça en 3D. Un autre exemple de projet intéressant de par ce croisement de compétences, c'est l'image en bas à droite qui est en fait un robot. L'une des problématiques en biologie, c'est d'arriver à pouvoir gagner du temps lorsque l'on fait nos expériences et d'être relativement reproductible. L'intérêt d'un robot, c'est justement de favoriser ça. Et ça, c'est un projet qui vient de sortir juste cet automne.
qui est en train d'être financé par un financement participatif. C'est le projet OpenTron qui est issu d'un biohackerspace de New York qui s'appelle GeneSpace. Ces équipements, ces outils, c'est avec ça qu'on va pouvoir commencer effectivement à faire des projets vraiment intéressants. C'est pour ça qu'on les voit apparaître. Mais finalement, qui sont les personnes qui font ces choses? Qui sont ces biohackers? Et bien en fait, ces biohackers, comme je vous ai dit, c'est des citoyens, c'est des scientifiques, c'est tout le monde, ça peut être vous, ça peut être moi. Un exemple de 4 biohackers qu'on a rencontrés, vous avez en haut à droite Russ Fox, rencontré à Vancouver. Lui, c'est un body hacker. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis un aimant dans le doigt et ça lui permet de contrôler des billes magnétiques. Là, on a en fait quelqu'un qui, par son activité, questionne en fait le rapport au corps et la technologie. Donc on a des réflexions aussi éthiques et des réflexions de ce genre-là que l'on trouve dans ces hackerspaces. Vous avez en dessous Greg Gage. Lui, c'est un neuroscientifique qui était à New York et qui est sorti aussi de l'académique. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fabrique des kits pour que les gens commencent à comprendre ce que c'est que le cerveau, comment ça marche, plus largement les neurosciences, qui commencent aussi à pratiquer, à expérimenter sur ces thématiques-là et qu'ils puissent participer à l'effort de recherche. Un des exemples qu'il a fait, un de ses modèles d'activité, c'est le cafard, ou la blatte. C'est ce que vous voyez, c'est ce qu'il a dans la main en fait. Et il a notamment fait un projet, alors ça c'est pas dans un kit d'apprentissage, mais il a fait un projet dans lequel il a pris un cafard, il a mis une puce dessus et il peut contrôler comme ça son cafard avec son smartphone. Alors pour être honnête, pour l'instant, il arrive à contrôler le mouvement avant et arrière. Le latéral, ça marche pas très bien. Bon. Mais ça, d'un point de vue scientifique, c'est intéressant. Bref, donc ça, c'est effectivement une technologie qu'il est en train de développer. Encore des choses à prototyper, mais ça laisse imaginer plein de possibilités. En bas à gauche, là, c'est un autre projet, San Francisco, une communauté de 40 personnes, scientifiques et non scientifiques, qui, eux, se questionnent sur la consommation alimentaire, sur l'élevage intensif. Et cette communauté, en fait, elle a fabriqué un fromage, et à aucun moment, ils ont utilisé un animal. À aucun moment. Ça a été fait par Biologie Synthétique. C'est le projet du Real Vegan Cheese Project, un fromage végétalien. Et ils viennent d'ailleurs de gagner le prix pour les laboratoires ouverts d'une compétition internationale de biologie synthétique où sont réunis plein d'autres laboratoires académiques. On a des croisements intéressants qui se forment. Dernier exemple, on va à Paris. À Paris, où il y a un laboratoire ouvert communautaire La Paillasse. Et là, c'est un projet qui a réuni une designer, Marie-Sara, et un biologiste, Thomas Londrin. Et en fait, eux, ils ont fabriqué une encre bactérienne biologique. Ils ont trouvé une bactérie qui produit de l'encre, qui fabrique un pigment, pardon. Et ils ont mis en place tout le process pour de ce pigment fabriquer de l'encre que vous pouvez utiliser dans un stylo et écrire. Je ne vous cache pas qu'en termes de recyclage, ça n'a rien à voir avec l'encre que vous utilisez au quotidien dans vos stylos. Et en termes de toxicité également. C'est pareil, on re-questionne les usages qu'on a régulièrement. On a vraiment ce hacking qui se veut aussi citoyen. Donc voilà 4 exemples de biohackers, dont ce dernier en France. Donc il y a effectivement des initiatives en France. Ce mouvement du biohacking, du do-it-yourself biologie est présent par La Paillasse, qui était le premier. Mais aujourd'hui, on a aussi La Paillasse Saône à Lyon, qui est plus sur des thématiques environnementales. Un autre exemple, ça va être à Toulouse, où vous avez Artilect, qui est un Fab Lab, mais qui se met aussi à la biologie depuis peu, plutôt sur des aspects végétaux.